fait, tu as envie de parler de quoi? Moi j'aimerais bien qu'on puisse discuter en fait de la notion de prakriti dans sa nature d'équilibre et de vikruti et en fait comment est-ce qu'on peut se saisir de ces deux mots, qu'est-ce que ça veut dire et comment on peut trouver des repères là-dedans Hmm. en les comprenant en fait. C'est deux principes essentiels en fait, qui hélas sont souvent mal compris. Et ça, je pense qu'il y a eu des erreurs de traduction et de compréhension parce qu'il y a une différence entre un Ayurveda en fait très statique, textuel, où on essaie de mettre dans le vivant en fait quelque chose en deux dimensions, et puis un Ayurveda, on va dire dynamique, dans laquelle on essaie justement de porter la valeur du mot dans une expérience. Et souvent on entend par Prakruti, voilà, c'est ta constitution, ok, effectivement ça bouge pas, de la naissance à la mort, tu gardes la même constitution, et parce que tu as cette constitution, tu dois manger comme ça, tu dois être comme ça, tu dois pas faire ci, tu dois pas faire ça. Alors qu'on oublie en fait qu'à l'origine, l'homo prakruti, et d'où l'importance de la nirukti, du sens des mots, en fait, de leur étymologie. Pra, kruti, donc il y a deux mots, la racine kru, qui veut dire faire, et pra, spontanément, naturellement, ou dans le sens de. Donc le mot prakruti pourrait se traduire par ce qui se fait par nature. C'est-à-dire qu'en fait, globalement, elle n'a pas besoin de nous et de notre intellectualisation pour fonctionner. Elle est. Elle est comme ça. Elle est. C'est ce qui se fait par nature. Et plus tu vas effectivement te rapprocher, consciemment ou pas d'ailleurs, de ce qui se fait par nature, et plus en fait tu vas t'approcher de cet épicentre de santé qui se perpétue et qui se suffit à lui-même à moindre coût énergétique possible. Donc c'est une définition en fait de l'homéostasie, c'est-à-dire que on est avec des principes essentiels qui nous caractérisent. Chaque individu a sa constitution et nous avons un fonctionnement à l'optimum qui inclut des rapports de température, des rapports d'échange de liquide, des rapports de fonctionnalité entre système et organes qui s'auto-équilibrent, qui s'auto-entretiennent, donc sous l'égide des 5 vayus. Donc la constitution, c'est ce qui se fait par nature. Bien sûr, en connaissant sa constitution, on sait que certaines choses vont pouvoir plus nous affecter que d'autres. Du fait que nous sommes constitués de certains éléments, de certaines qualités, nous partageons ça avec notre environnement. C'est comme si la nature nous avait étalonnés d'une certaine manière, et du fait de cette individualité, nous allons pas être sensibles aux mêmes choses. Par exemple, là, toi, tu es en t-shirt dehors, moi, je suis en pull. Voilà, tu te sens à l'aise en t-shirt, moi, je suis moins à l'aise, j'ai un pull. Voilà, ça peut être déjà quelque chose qui vient affiner notre perception qu'on a de nous-mêmes en fait dans un environnement donné. On est dans le même environnement tous les deux, mais nous ne le recevons pas pareil. Donc tu as ta propre nature, il y a quelque chose qui se fait par nature chez toi, que tu n'as pas besoin d'aller contre ça, mais plutôt d'essayer d'accompagner ce processus dans une compréhension de la nature, dans une compréhension de la vie qui se réinvente à chaque instant, et qui nous pousse, je pense, à une certaine humilité et qui nous met dans quelque chose de très ludique en fait avec le vivant. C'est un jeu en fait avec le vivant. Dans un dialogue perpétuel en fait. Et donc la prakriti, si je comprends bien, c'est pas quelque chose à régler, mais c'est plutôt quelque chose à soutenir et à entretenir, et qu'en fait une prakriti d'un dosha particulier va aussi en fait manifester les qualités et l'exaltation de ce dosha en fait. C'est ça. En fait, la prakruti, elle est importante dans le sens où à partir du moment où on la connaît,
on peut rentrer en collaboration active et consciente avec le vivant. Connaître sa prakruti, c'est connaître son chemin de vie d'une certaine manière. Et il y a une différence entre marcher sur un chemin dans lequel on t'a pas dit où sont ses bordures, les lois sur ce chemin. Voilà, faut pas marcher après 18 heures, il faut éviter de sauter à pieds joints dans les flaques d'eau parce qu'après tu as les chaussettes mouillées, tu vas te faire des ampoules. Enfin, voilà, la prakruti te permet de cheminer en conscience, en te comprenant, ton rapport avec les éléments, et t'amène dans quelque chose où tu te dois quelque part vu que tu es en conscience de ça, d'entretenir, de soutenir, de collaborer, de rentrer dans un espace d'écoute où la parole et les machinations intellectuelles et théoriques en fait se taisent parce qu'elles sont évidentes, elles sont là en fait. Alors, il y a une différence entre savoir que ta prakruti c'est ça, ou de connaître ta prakruti. Quand tu sais, parce qu'on t'a dit, tu allais voir un thérapeute, t'a dit ta prakruti c'est ça, ok, voilà. Et souvent tu dis, bon, faut pas que je fasse ci, faut pas que je fasse ça. Non, en fait c'est quelque chose qui se fait par nature. Toi, tu es juste, à partir du moment où tu en prends conscience, et surtout tu le ressens, tu le vis de l'intérieur. Tu le vis constamment dans ton rapport en fait au vivant. Ça devient une espèce de gourou qui automatiquement, dès que tu vas commencer à trop te décaler vers la gauche, tu vas sentir que j'ai la bouche sèche, je perds l'appétit, j'ai des tremblements, j'ai la paupière qui saute, je dors un peu moins, je me lève à 3 heures du mat alors que c'est pas mon habitude. Et là tu sais que déjà tu es sorti en fait de cet équilibre à moindre coût et que du coup ton corps est en train de forcer sur quelque chose. Parce que lui son but c'est de te maintenir dans un équilibre. Mais il y a une différence entre te maintenir un équilibre à moindre coût et te maintenir en équilibre avec un coût. Et comme ça, vous avez des personnes qui, les 40 premières années de leur vie font tout et n'importe quoi, sans trop de déboires, tout en se sentant en bonne santé. Mais ce qu'ils ne s'aperçoivent pas, c'est que tout ça a un coût. Et que le corps vient puiser dans ses ressources, dans ce qu'on appelle la virya en fait, du corps, dans une entité qu'on développera peut-être un peu plus tard, qu'on appelle ojas, et qui, dans cette adaptation malencontreuse, prend beaucoup plus d'énergie en fait, qu'il est nécessaire pour pouvoir se maintenir en bonne santé. Et du fait qu'il y a un processus quand même de vieillissement dans le corps, il y a un moment en fait, c'est ce niveau de cohésion qu'on appelle l'immunité. L'immunité est une cohésion en fait globale à différents niveaux. C'est pas juste des petits soldats qui vont faire la guéguerre sur des bactéries. Ce niveau de cohésion se perd, s'enraye, c'est moins huilé, il y a moins de lubrifiant en fait. Et là, la personne peut se retrouver mal, tomber malade. Donc connaître sa prakruti, c'est savoir que sur ce chemin, il y a des jalons qu'on peut, et qu'on est libre d'aller au-delà de ces jalons, mais que ça a un coût. Et ce coût, il est particulier à un individu, sur des caractéristiques qui lui sont propres. Et justement, il y a une deuxième notion qui est cette notion de vikruti, où je remarque que les gens souvent s'attachent énormément à dire je suis pitta, je suis kapha, et à garder des habitudes de vie de manière linéaire, alors qu'en réalité la qualité des éléments est constamment en mouvement en fonction des moments de la journée, des saisons, et d'où cette importance aussi de notion de vikruti. Comment est-ce que tu l'expliques en prenant en compte aussi cette prakriti du coup? Alors, comme on a vu dans l'étymologie du mot prakruti, c'est ce qui se fait par nature, on retrouve la même racine dans vikruti, donc cette racine kru en sanskrit, c'est le verbe faire en fait, et vikruti c'est ce qui
défait ou ce qui empêche que ça se fasse. Donc la vikruti, c'est ce qui t'empêche de fonctionner avec ta nature à l'optimum en fait. D'accord ? Donc c'est un empêchement, la vikruti. Un empêchement dans ta spontanéité, dans ton lien au vivant, de fonctionner à l'optimum. Voilà, une obstruction qui vient forcer quelque chose, où le corps doit se suradapter en fait pour se maintenir. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des forces de vie dans ce monde qui, qu'on leur prête une conscience ou pas, cherchent de toute manière leur chemin. Et plus ce chemin est court, la nature est très économe en fait. Quand tu verses de l'eau sur un lopin de terre, elle va toujours prendre la pente pour trouver son chemin, enfin le chemin le plus facile. Les forces de la vie font la même chose. Et ces forces de la vie sont là pour nous maintenir dans une cohésion. Il n'y a aucune, si tu veux, il n'y a aucun but pour la vie dans une normalité physiologique que de t'obstruer en quoi que ce soit en fait. Donc la vikruti, c'est ce qui vient obstruer. Et comme tu le disais tout à l'heure, il est vrai qu'au quotidien, en étant dans ce dialogue perpétuel dans son environnement, il y a des choses qui changent, parce que tout change dans cet univers. On dit que l'Ayurveda est anadi, ananta, nitya, c'est-à-dire qu'elle est éternelle dans ses principes fondateurs, dans ses lois de la nature, mais ces lois de la nature, en fait, sont à la source d'un tas de phénomènes qui, eux, sont en perpétuel changement. Température, il fait plus chaud, il fait plus froid, il fait plus humide, il fait plus sec, il y a un changement de pression atmosphérique. T'as bien mangé ce matin, t'as mal mangé ce matin, t'as regardé un film la veille qui fait que t'as pas bien dormi, ou peut-être que tu t'es reposé et ce matin tu as bu un bon verre d'eau chaude, tu as fait un peu de sport, tu te sens bien dans ton corps, ou ça t'a relancé une foulure à la cheville que tu as depuis longtemps. Donc nos quotidiens nous usent d'une certaine manière. Il y a un processus d'oxydation en fait tout à fait naturel qui nous amène dans ces changements. Et la vikruti, c'est un moment où les forces de la prakruti ne sont plus capables de contenir à moindre coût cet équilibre. Et la vikruti, en fait, te fait basculer d'un côté ou de l'autre de ce chemin en fait, d'équilibre. Et ces basculements s'appellent vata, pitta, kapha. D'accord ? Donc on utilise les mêmes codes, les mêmes vocabulaires que pour la prakruti. Mais là, on parle de désordre. Du coup, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que la notion de vikruti, d'une certaine manière, nous impose et nous invite à être dans une observation constante et vivante des saisons, du monde qui nous entoure, alors qu'en prakriti, on pourrait rester dans quelque chose finalement d'assez linéaire. Et cette notion de vikruti, du coup, nous permet d'observer, de comprendre en fait le vivant, et du coup d'adapter aussi notre vie de manière constante en fait. Oui, en fait la prakruti, voilà, cette notion de linéarité, je la vois un peu comme l'œil du cyclone. C'est-à-dire que dans cette tempête qu'est la vie, à un moment, tu trouves l'œil du cyclone, c'est toi, essentiellement toi. Et de ce point-là, qui est un point d'observation extraordinaire, tu vois les mouvements autour et en toi, tu les comprends et tu vis en fonction de ça. Donc pour moi, dans l'Ayurveda, donner une prakruti, c'est presque un acte sacré en fait. Et c'est pas juste à l'envolée, je balance un truc. Quand je vois, j'ai des personnes qui viennent me voir des fois depuis des mois, voire des années, et dans laquelle on n'a pas encore tout à fait déterminé. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de mouvements, il y a tellement de façons de manger, les saisons, enfin le climat est un peu foufou. C'est très délicat en fait
de voir, de comprendre qu'est-ce qu'une prakruti pour une personne. Il est évident qu'une fois que c'est trouvé, c'est un super atout dans la vie. Voilà. Et souvent, on s'efforce à vouloir absolument connaître sa prakruti. J'ai des personnes qui viennent me voir en consultation, mais qui ne savent même pas combien de fois ils mangent par jour. Quand je leur pose la question. Ou ils ne se rappellent même pas, enfin jamais ils ont regardé leur urine, ou jamais ils sont retournés dans les toilettes pour voir la consistance de leur sel, et ils veulent absolument connaître leur prakruti, qui va de toute manière, en fait, c'est donner un petit peu, excusez-moi du terme, un peu du lard au cochon, dans le sens où ils vont rien en faire, en fait. Parce que ça demande une conscience attentive, ça demande un certain travail, en fait, sur soi et une certaine compréhension, en fait, du monde, pour mettre en œuvre ça dans un quotidien où constamment les choses, comme un miroir, vont te renvoyer dans l'œil du cyclone, dans un monde en perpétuel changement. Et ça, je pense qu'il faut une certaine force, une certaine maturité d'esprit pour le comprendre et l'utiliser, d'utiliser cet outil extraordinaire dans toute sa capacité. Et souvent, on a des gens qui viennent avec ce qu'on appelle donc des vikruti, qui sont plutôt en désordre. Et il me semble, et il y a tout intérêt à effectivement aider la personne déjà à comprendre ces désordres, pour initier un chemin de conscience. Déjà, je me regarde, je me sens, je me vois, je me touche, je me comprends, je regarde mon environnement, qu'est-ce qu'il y a autour de moi, qu'est-ce que je mange, quelles sont mes habitudes, pour que tout doucement, au fur et à mesure où ces désordres s'apaisent avec un travail en conscience avec le thérapeute, mais c'est un chemin aussi qui se fait seul en fait, individuellement, pour un moment revenir à cet œil du cyclone qui est la prakruti, et du coup de savoir d'où on part, qu'est-ce qui se fait par nature. Donc je dirais plutôt qu'une approche où on donne la prakruti et après on se dépatouille un peu, on se jette à l'eau et on fait un peu la nage du chien, quoi, un petit peu, on va un peu à droite à gauche. C'est plutôt initialiser un chemin de conscience qui te débroussaille au fur et à mesure de ton cheminement personnel les choses et qui t'amène assez spontanément sur qui tu es en vérité. Ouais, et des fois d'ouvrir la boîte au trésor d'un coup et dire bah tiens, ça c'est ton trésor, je ne sais pas jusqu'où en fait ça peut vraiment aider la personne. Ça peut aider, mais c'est une réflexion qui est encore en cours en tant que praticien, en tant que Védia, et qui bien souvent m'amène à réfléchir. Est-ce que pour qu'on comprenne un peu plus, tu pourrais nous donner des exemples concrets, par exemple, de manifestations d'une vikruti, comment est-ce que mécaniquement ça peut s'incarner dans notre corps, qu'on puisse comprendre un Oui, peu bien plus. sûr. Alors, quand on parle de prakruti, on parle d'équilibre. Et souvent, dans les doshas, ce qu'on voit, c'est des déséquilibres. Oui. Et souvent, on a du mal à comprendre, mais en fait, Vata, dans son équilibre, qu'est-ce qu'il fait? Et ça, c'est une question qu'on peut poser à tous ceux qui nous écoutent. En fait, est-ce que vous savez, sincèrement, quand Vata fonctionne à l'équilibre, quels sont les signes? Quand Pitta fonctionne à l'équilibre, quels sont ses signes? Quand Kapha fonctionne à l'équilibre, quels sont ses signes? Il faut savoir de où on part. Donc par exemple, pour Vata, on considère un Vata en équilibre quand le phénomène, la phrase respiratoire est équilibrée dans un mouvement d'inspire et d'expire spontané, naturel, ample, qui vient nourrir l'individu, des sens qui fonctionnent correctement, j'entends ce que j'entends, je goûte ce que je goûte, je sens ce que je sens, etc. etc. Des dhatus, donc des tissus qui se construisent et qui fonctionnent en harmonie les uns des autres, c'est-à-dire qu'on n'a pas Mamsa Dhatu qui se développe aux dépens de Meda Dhatu, Rakta Dhatu aux dépens de Rasa Dhatu par exemple. Donc cet enthousiasme, c'est ce qu'on appelle Utsaha en sanskrit. Donc si déjà spontanément un matin,
tu te lèves, qu'il n'y a pas d'enthousiasme, que ta vie elle est fade, que tu sens pas ce que tu sens, tu goûtes pas ce que tu goûtes, que ta respiration, tu as une respiration de musaraigne parce que tu es complètement sclérosé dans ton schéma respiratoire, parce que tu es plein de tensions, déjà tu es en déviance par rapport à ce qui se fait par nature. Donc tout en gardant cette prakruti dans le fonctionnement de base, tu commences déjà à t'en séparer. Et tu peux développer donc ce qu'on appelle des vrudis ou des kshaya ou des avarana, donc toutes des obstructions dans le fonctionnement de vata qui va donner des signes et des symptômes particuliers à vata. Donc là tu rentres dans la réalité de ce qu'on appelle la vikruti, où tu peux avoir par exemple des articulations un peu rouillées, un peu raides, des douleurs dans les muscles par exemple, tu peux avoir des tremblements spontanés donc de muscles, de paupières, tu peux avoir des frissonnements, du mal à t'adapter au changement de température, un mental qui pédale le petit vélo dans la tête, tu commences à avoir un peu des insomnies, tout ça sont des signes qui montrent que de cet état d'équilibre, tu commences à être en déviance. Ta vikruti et ta prakruti ne sont plus alignées en fait, l'une sur l'autre. Et là du coup, pour garder son équilibre, le corps va pousser sa physiologie, va aller chercher dans sa ressource, parce que encore une fois, et c'est ce qui est magnifique en fait, la vie cherche l'équilibre, coûte que coûte. Même si des fois ça doit te coûter la vie, même pour l'entretenir, d'accord ? Voilà, donc c'est ça en fait la différence, mais surtout le dialogue entre ce qu'on appelle prakruti et vikruti. Et du coup, quels sont les facteurs qui peuvent être source de déséquilibre autour de nous? Je sais qu'il y a le comportement, l'espace-temps dans lequel on est, tout ça en fait vont constamment venir nous impacter. Alors il y a deux réceptacles. Il y a le réceptacle du corps et le réceptacle de l'esprit. Donc effectivement les facteurs perturbateurs en fait de l'entité corps-esprit, souffle je dirais, puisque on est une entité selon les tantras et les shastras du yoga, on est et de l'ayurveda d'ailleurs, on est une entité corps, souffle, esprit. On n'est pas simplement un corps ou simplement un esprit ou simplement un souffle, on est tout ça. Donc ces facteurs, tous facteurs qui vont impacter ton schéma et ton rythme respiratoire vont impacter ton esprit et ton corps. Tout facteur qui va toucher ton corps va impacter la rythme et la profondeur de ton souffle et ton esprit. Et tout facteur qui va toucher ton esprit va impacter ton souffle et du coup va impacter aussi ton corps. Donc les facteurs sont divers et variés. Ça peut être un contexte émotionnel, de la jalousie, de la tristesse, de la peur, de l'anxiété, etc., etc. Ça peut être des facteurs mentaux dans lesquels tu vas ressasser sans cesse un épisode de ta vie où tu vas avoir une constriction mentale sur quelque chose sur laquelle ça va être assez redondant. Dans ton schéma de pensée, par exemple, je sais pas, tu es un peu maniaque, tu places les choses toujours au même endroit, dès qu'il y a un truc qui dans ton champ visuel, ça va impacter ton esprit. Et puis le corps. Alors le corps, c'est la saison, ton âge, ce que tu manges, ton hygiène de vie, si tu prends une douche tous les jours ou si tu en prends une fois tous les 3 mois, c'est aussi impactant sur le corps. Et si tu veux, le code source dans tout ça, qui relie le corps, le souffle et l'esprit, c'est ce qu'on appelle guna, les propriétés. C'est-à-dire que ça soit une émotion, que ça soit une pensée ou que ça soit une sensation sur le corps, ça t'amène dans ce champ de réalité qui est les gunas. Donc les gunas, c'est le chaud, le froid, l'humide, le sec, le lourd, le léger, le régulier, l'irrégulier, etc., etc. C'est-à-dire que toutes émotions, toute pensée, toute sensation dans le corps peut se traduire sur ces gunas. Ces qualités. Et ces qualités, dans ce que tu manges,
vu que en fait ces qualités émanent des 5 éléments, ces 5 éléments te constituent, ton corps, ton esprit, ton souffle répond de ces éléments. Ton environnement autour de toi répond de ces 5 éléments. Lui, il est fait du même code que toi, il n'y a aucune séparation. Donc dès qu'il y a un changement là, il y a un changement là. Dès qu'il y a un changement là, il y a un changement là. Et du coup, cette notion, ce dialogue Prakruti-Vikruti est constamment, codifié dans ce jeu des gunas. Et vu que cette réalité est en perpétuel changement, automatiquement, le corps est en perpétuelle adaptation. Et cette adaptation se lie sur ce qui se fait par nature, la Prakruti, et quand ça peut plus se faire, se lie en fait sur cet espace de Vikruti. Donc en Ayurveda, et mes enseignants en Inde, et pour ceux qui, pour moi, ont le plus compté dans ma formation et mon initiation, c'est un jour un de mes enseignants, le docteur P.S.N. Bhatt, m'a dit Lionel, if you want to understand Ayurveda, you need to understand Guna. Guna only. Donc ça veut dire que d'une certaine manière, si tu veux comprendre l'Ayurveda, tu dois comprendre ce code des gunas. Tu comprends les gunas, tu les expérimentes en toi, tu les ressens en toi, tu vois comment du corps à l'esprit ça dialogue, de comment ça dévie ton souffle, lui aussi par rapport à là où il passe dans la narine. Il peut être interprété dans des qualités, des éléments sur lesquels se rattachent les gunas. Tout ce que tu fais dans ta vie, dans ton existence en fait, est conditionné par les gunas. Donc la connaissance des gunas est en fait elle est fondamentale. Fondamentale. Avant de s'attarder trop sur ces concepts de constitution, etc., où souvent on est très attiré par ça en fait. Et ce qui est normal, on est dans une société où il faut s'identifier. Il est important de s'identifier. Alors, on a tendance aujourd'hui à ce que cette identification soit très binaire en fait. C'est bon, c'est mauvais, c'est blanc, c'est noir, enfin bon bref. Le truc c'est que par cette compréhension des gunas et ces compréhensions fondamentales de ces lois de la nature, tu deviens celui qui observe, tu deviens ton observation, tu es la substance que tu observes et qui reçoit ces changements du monde que tu vas décoder, qui va te permettre de te comprendre et de pouvoir collaborer, te mettre en collaboration avec le vivant, plutôt que de vouloir effectivement le contrôler, vouloir lui donner une couleur particulière parce que bon bah voilà t'es Vata Prakruti et puis voilà donc il faut faire ci, il faut faire ça. Voilà, encore une fois, pour moi c'est une approche assez manichéenne en fait du vivant où on essaye d'appliquer des choses assez statiques en fait dans quelque chose qui est en constant mouvement et au lieu d'en apprendre les codes, on se met dans des règles dans lesquelles on s'empêche de s'explorer en fait dans cette science extraordinaire qu'est l'Ayurveda, qui est la connaissance de la vie. C'est pas pour rien. La définition d'Ayurveda, c'est pas médecine indienne de la nature. C'est la connaissance de la vie, une connaissance de la vie où tu es ton propre scientifique. L'application de cette science, elle est en toi. Le mouvement de cette science, la mise en mouvement de cette science, elle est en toi et tout autour de toi. Et toi, tu es là pour regarder, observer, comprendre. Et tu te saisis de ces outils. Et c'est une vie d'exploration. Parce que tu apprends constamment. Et ces principes de base, ça fait beau 20 ans que je les explore de différentes manières. Encore et encore. Parce que ma vie change constamment, j'observe constamment, j'apprends sur moi constamment, j'apprends sur ce monde en fait constamment. Et c'est une richesse inépuisable.